C'est à ça, ils ont fait un rapport à HEC sur justement les Fab Labs. Et je trouve que la conclusion est assez intéressante parce que ça montre un peu les contradictions de la chose. Donc la conclusion de ce rapport, c'est si l'on pousse encore plus loin la logique d'ores et déjà présente dans le modèle des Fab Labs, on peut même imaginer ce que signifieraient ces mini-usines de proximité dans le système capitaliste. Outre le retour de l'idée de propriété collective des moyens de production, car c'est bien de cela dont il s'agit quand l'université ouvre un atelier équipé de machines-outils, les Fab Labs pourraient ainsi aller à l'encontre de certaines des grandes tendances du capitalisme, du fait de la dispersion du capital induit par ces petites unités de fabrication localisées. Par ailleurs, si on suit la grille d'analyse de Jacques Ellul, la démocratisation de la connaissance technique dans le cadre des Fab Labs pourrait signifier la fin de l'équivalence entre technique et concentration de pouvoir et de ressources, et concentration de capital. Alors, c'est pas aussi idyllique que ça, mais il y a des choses intéressantes là-dedans, parce que bien sûr, si vous allez dans un Fab Lab et vous leur dites vous êtes en train de... Vous leur dites vous êtes post-capitaliste, il y a une partie des gens qui vous diront ouais, ça y ressemble un peu. Si vous leur dites vous êtes communiste, bon, certains ne comprendront pas ce que vous leur dites, d'autres rigoleront, d'autres diront bah ouais, d'une certaine manière, mais pas le vôtre. Mais c'est intéressant parce que est-ce que le nôtre n'est pas aussi à remettre un petit peu en question par rapport à nos expériences historiques. Voilà, bah écoutez, moi je propose qu'on aille sur le débat. Je voulais juste te poser une question. D'accord. Mais sur le... Une question sur les Fab Labs et sur le partage de la connaissance. Il faut que je touche le micro. Oui, oui. Je peux la pas imprimer tout de suite comme ça? Non, c'est pas possible. Alors, il se trouve que je participe à un Fab Lab parce qu'il y en a un à Perpignan. D'accord. Et il y a donc je connais bien les Fab Labs en général. Il y a un truc, une question sur laquelle je me pose qui est particulière, c'est la connaissance et l'économie du savoir. Parce que je n'ai pas encore très bien compris comment ça allait se concrétiser dans l'agronomie. À la limite, je me demande souvent si est-ce que demain je mangerai encore avec un couteau et une fourchette. Je ne vois pas trop comment tout ça va se transformer en revenu et se distribuer en revenu. C'est une des contradictions à l'heure actuelle des Fab Labs. D'abord, parce que je vous disais, il y a effectivement beaucoup de Fab Labs qui se sont créés en France, mais il y en a aussi beaucoup qui meurent. D'abord parce que, effectivement, difficulté à avoir les ressources, difficulté à salarier un femme manager parfois parce qu'il faut quand même organiser les choses, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai discuté avec des gens, y compris qui se sont lancés dans des projets, parce que des gens qui étaient, je me souviens au CNAM, un ingénieur qui me dit, bon, moi maintenant, je ne m'y retrouve vraiment pas dans ce que je fais dans mon entreprise, je veux créer des choses, mais en même temps, là, il m'a expliqué, il n'avait pas de... Le problème, c'est qu'il n'a pas de modèle économique, c'est-à-dire qu'ils ont créé des trucs extraordinaires, mais il travaille sur le fait que lui, il va se remettre à son compte, enfin, comme consultant pendant 6 mois, et après, il va être dans le cadre de son chômage, et il va prendre des gens qui sont un peu dans le même truc, où il va rouler, etc., sur ce type d'affaires. Enfin, c'est totalement précaire. Il y a effectivement quelque chose, à la fois on sent une énergie, un enthousiasme formidable autour de ça, et en même temps une précarité gigantesque. L'exemple, alors je voudrais donner un autre exemple, c'est l'Electrolab en région parisienne, alors là qui est plus un Fab Lab d'ingénieurs. Les gars, ils viennent la nuit, alors, ils ont des machines, parfois, dimensions véritablement très très industrielles, hein. C'est des choses, eux, je ne dis pas qu'ils puissent fabriquer un réacteur d'avion, mais ils en sont peut-être pas si loin que ça. Bon. Mais ce sont des gens qui s'embêtent là aussi dans leur travail, qui viennent travailler la nuit dans le Fab Lab. Certains, moi j'ai connu un ingénieur du CEA,
il a été plus loin que l'Electrolab, il est parti en Afrique, il s'est marié avec une Africaine et il s'occupe de 2 Fab Labs en Afrique parce qu'il a trouvé quelque chose qui permettait de donner du sens à sa vie et à son travail. Mais en même temps, la réalité, c'est que, sauf quand c'est adossé, bon, il y a l'exemple de Gennevilliers, par exemple, du Fab Lab de Gennevilliers, ils ont une chance formidable, ils sont adossés à la fac, c'est la fac qui paye une partie des choses, et en échange, ils ont fait une formation, c'est-à-dire que les gens qui s'en occupent font une formation universitaire pour former des gens qui seront Fab Managers dans les Fab Labs. Donc c'est un échange marchandises, parce qu'ils sont tombés sur un président de fac, donc eux, ils ont les moyens de leur politique. Bon. Mais c'est vrai, c'est le cas aussi par exemple du Fab Lab de la Cité des Sciences, ils bénéficient de l'infrastructure de la Cité des Sciences, etc. Mais par contre, effectivement, il y a des tas de Fab Labs qui sont dans du domaine associatif, qui ont beaucoup de mal à avoir des subventions publiques d'ailleurs, parce que souvent les élus ne comprennent rien à ce qui se passe, il faut bien le dire, ou quand il y a des appels à projets, ça a été le cas avec Fleur Pellerin, moi je l'ai vu le dossier d'appel à projet parce qu'à la ville de Blanc-Ménil, on voulait monter un Fab Lab. Et je vais vous dire, avant de comprendre ce qui était demandé, sauf à se faire épauler par des cabinets spécialisés, vous ne comprenez rien, et pourtant on n'est pas des gens complètement illettrés, vous ne comprenez rien à ce qu'il faut écrire. D'ailleurs, c'est fait pour ça. C'est fait pour ça parce que, en fait, quand on a vu l'appel à projet, il n'y a que les amis de Fleur Pellerin qui l'ont récupéré, etc. Et c'est le grand principe, c'est qu'on dit qu'il va y avoir tant de subventions publiques, mais en fait, les subventions, comme personne n'est capable de faire les dossiers pour récupérer les subventions publiques, alors ça c'est une grande spécialité de l'Europe d'ailleurs là-dessus, la moitié des subventions européennes ne sont pas dépensées parce que les gens sont incapables d'aller les chercher, sauf à être épaulés par des cabinets spécialisés qui coûtent la peau des fesses, et donc ils n'arrivent pas à récupérer les fonds publics. Donc là, il y a un vrai problème, effectivement, pour l'instant, le modèle économique des Fab Labs. Alors, il y en a qui s'en tirent parce que, en fait, le Fab Lab, ils font de la formation professionnelle où il y a des entreprises qui vont utiliser, à ce moment-là, il y a une partie, quand c'est une entreprise qui utilise les machines, elle paye, et quand c'est des particuliers, ils ne payent pas. Mais pour l'instant, c'est une vraie difficulté, et c'est une vraie contradiction parce que on sent qu'il y a une autre forme de modèle économique qui essaye de se mettre en place, qui n'est ni le marché ni l'État. Et en même temps, c'est super dur d'arriver à vivre au milieu, quoi. Et ça, après, c'est une question, mais comment est-ce qu'on peut... là, c'est une question aussi de choix politique, c'est comment aider ces structures à se développer, mais sans les étatiser, parce que faut pas transformer... les Fab Labs en des choses qui sont des... Moi j'ai l'exemple dans ma ville, alors on n'avait pas de Fab Lab, malheureusement on n'a pas eu le temps de le faire, mais on avait des maisons pour tous, avec différentes activités, on ne les a jamais municipalisées. C'est-à-dire que c'était des associations qui étaient co-gérées par les habitants et les élus, qui décidaient de ça, et il y avait certes une forte subvention de la part de la ville, puis d'autres subventions qui récupéraient, mais ce n'était pas un service municipal. Parce que si ça avait été un service municipal, on aurait cassé en grande partie, on aurait été trop directif, trop dans le moule administratif, etc. Et on aurait cassé ce qui faisait la particularité de ces maisons pour tous. Et autour des Fab Labs, on retrouve ce problème-là, c'est qu'il faut de l'argent comme partout pour faire fonctionner des structures. Et en même temps, soit on étatise et c'est pas bon, soit on transforme ça comme une entreprise, c'est ce qu'on appelle des tech shops d'ailleurs, et à ce moment-là, l'intérêt de la chose, elle se perd aussi totalement, ça devient une start-up. Mais les gens qui sont dans les Fab Labs, ils ne veulent pas être une start-up, c'est pas ça. C'est pas d'avoir une Rolex à 30 ans qui les intéresse. Par contre, effectivement, comme vous, ils veulent quand même pouvoir se nourrir tous les matins, quoi. Et pas que les matins d'ailleurs. Oh, je m'adresse à ça. Une passion d'invalidité due à un accident de travail s'appelle une rente accident de travail. Non, mais c'est pour rendre le service, parce que je vois que vous l'utilisez. Alors moi, ce qui m'inquiète, là, parce que tu viens de dire le mot, je voulais te poser la question, la différence entre les start-up et ce genre de base. Alors moi je l'ai bien senti, c'est la mise en commun
est différente par rapport à... Le micro. Mets-le là. Voilà. Comment il y a une volonté actuellement, parce que le capitaine n'est pas con, il a oublié d'être con. Et est-ce qu'il n'y aura pas actuellement l'ambition du patronat, c'est d'essayer de rompre avec tout ce qui est contrat de travail, auto-entrepreneur, d'accord. Donc il y a un danger, à mon avis, à se prémunir de ce danger pour ne pas aller dans le sens que ce que souhaite le capitalisme, c'est-à-dire il n'y a plus de contrat de travail et on prend ce qui nous intéresse et on le rend productif. Est-ce que tu as compris ce que... Oui, oui. Alors, la différence, c'est start-up. Si je crée une start-up, mon problème, ça va être comment ça fonctionne. Le principe d'une start-up, c'est que je vais essayer de récupérer un maximum de capitaux, un minimum de temps, sur la base d'un projet plus ou moins utile, ça peut parfois être très utile, parfois pas du tout, et après de la vendre le plus rapidement possible quand elle est bien capitalisée. Bon, sauf les startups style Facebook qui réussissent à ce moment-là, c'est plus du tout des startups, mais c'est ce principe-là. Alors, ça se comprend d'ailleurs, c'est là où Macron fait un peu une grosse erreur en plus, même par rapport à ses objectifs. C'est que, alors en plus dans la start-up, généralement j'ai des stagiaires que je paye avec un lance-pierre et que j'exploite très fortement, et même si ça a l'air cool, c'est pas si cool que ça. Mais le problème aux États-Unis, ça a correspondu. Pourquoi ils ont fait des start-up aux États-Unis? C'est d'abord parce qu'ils se sont rendus compte que leurs grosses entreprises avaient des problèmes à être innovantes. Donc il fallait des choses autour, parce que toute la révolution numérique dont on a parlé là, elle s'est faite par des gens qui ont fouillé dans les poubelles des grosses boîtes américaines qui travaillaient pour le projet Apollo et puis pour les projets du complexe militaro-industriel américain. Et c'est eux qui ont récupéré un petit peu à la marge des choses qui sortaient, qui étaient déclassifiées, qui étaient déclassées, qui sortaient de ces grosses boîtes et qui ont lancé ce qu'on connaît maintenant du point de vue de ce qu'est la Silicon Valley, etc. Mais au début, les fondateurs de la Silicon Valley, ils faisaient les poubelles des grosses boîtes. Enfin, les poubelles électroniques, hein, bien sûr. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont dit, ces petites structures, ça va nous permettre d'être efficaces par rapport à nos gros mastodontes qui ont un peu de mal à bouger souvent. Mais le principe aux États-Unis, c'est qu'ils vont lancer 100 000 startups et il y en a, sur les 100 000, il va peut-être y en avoir 600, 500 qui vont réussir, mais toutes les autres, elles vont clamser. Elles vont clamser, et puis les gens qui les ont lancées, ça va même se finir pour eux, financièrement, etc. Donc si vous en lancez 100 000, et puis qu'il y en a une centaine qui deviennent des grands trucs mondiaux, vous dites, d'accord, il y en a 100, les autres, elles ont crevé, mais j'ai Facebook, j'ai Google, j'ai Amazon, etc. Donc j'ai rentabilisé mon affaire. Bon, sauf qu'en France, on n'est pas capable de lancer 100 000 startups. C'est pas ça. Parce qu'on est pas plus petit, on a moins de monde, etc. Puis en plus, c'est pas notre esprit. Parce que l'esprit, ce que je vous disais, l'esprit américain, c'est que c'est vraiment dans la conception américaine, c'est quand même on est dans la société, on est considéré comme quelqu'un de valable en fonction de ce qu'on arrive, de l'argent qu'on gagne. C'est pas totalement notre échelle de valeur en France, même si ça commence à changer. Hein. Parce que je peux vous dire, pour avoir fait justement au Blanc-Ménil, avec Marie-Georges Buffet, une fois on avait fait un lycée professionnel. Et dans le lycée professionnel, donc on y allait pour discuter avec les élèves, et juste avant, il y avait un tailleur de pierre qui passait pour justement montrer son métier. Et les gamins, la seule chose qu'ils demandaient au tailleur de pierre, c'était combien vous gagnez. Et là, malheureusement, on sent qu'il y a un peu un changement, et le mec leur expliquait que c'était formidable son métier, etc. Les gamins, ils n'en avaient rien à faire, c'était combien vous gagnez. Alors, il faut dire que c'est un lycée professionnel au Blanc-Ménil, où malheureusement, le mot professionnel est assez faible, c'est-à-dire qu'il y a très peu de débouchés à ce lycée professionnel-là, vu les formations qui sont données, etc. Et que, bon, c'est aussi pas mal de gamins qui sont gagnés un peu par l'économie parallèle, où ils voient d'un côté, bon, le tailleur de pierre qui gagne certes sa vie, mais eux, en faisant des trucs qui sont pas clean, ils gagnent beaucoup plus leur vie, quoi. Alors
en même temps, avec aussi quelques risques dans la vie, quoi, hein, parce qu'ils peuvent se retrouver avec une balle entre les deux yeux, parfois. Mais bon, ça, c'est les problèmes qu'on peut connaître, mais c'est vrai que ce rapport-là, il a un peu changé. Mais le système des startups, il n'est pas... Enfin, en France, ça ne peut que conduire à un formidable gâchis. Hein. La structuration du salariat, elle est plus liée à la question du numérique et à la transformation d'un certain nombre d'entreprises en plateforme. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais qui permet à ce moment-là de transformer, de revenir à un travail à la tâche, quoi. Et de casser, alors avec des ambivalences très compliquées, parce que il y a des gens qui veulent être dans ce cadre-là parce qu'ils refusent la subordination salariale. Mais en même temps, on se rend compte, par exemple, le cas du chauffeur Uber. Ah oui, ça, le chauffeur Uber, il a plus de subordination salariale. Mais le problème, sa subordination, c'est sa réputation. Il passe presque plus de temps à soigner sa réputation. Là, il n'y a pas besoin de contremaître, de l'encadrer, etc. Il est noté par ses clients et lui, il note ses clients. Et s'il a de mauvaises notes, eh ben, il disparaît de l'application Uber et plus personne ne prend son Uber. Donc, d'une certaine manière, le lien de subordination salariale revient par la fenêtre. Et en plus, il n'y a pas la protection liée à un contrat de travail salarial. Donc effectivement, il y a une vraie question. Mais là, c'est moins les Fab Labs que la question des plateformes. Moi, je conçois combien un auditoire peut être passionné par par ce que tu as dit sur le plan, cette articulation technique, les gens qui travaillent dedans, tout ça. Donc, moi, c'est une question plus politique que je veux te poser. Ce qui me paraît, moi, intéressant dans le concept de fait, c'est d'abord le lien avec le concept de commun. Et c'est ce que cela pourrait devenir comme un des instruments, je ne dis pas l'instrument, de la transformation sociale. C'est-à-dire, la transformation sociale, évidemment, je pense que les nombreux ici, mais moi, en tant que communiste, c'est évidemment c'est le micro qui déconne, on va aller dans un flat Là, pour essayer de le réparer. le ressouder. On t'entend son micro. Bon, on entend ça micro parce que j'ai une voix puissante, parce que j'ai fait de l'opéra. Oui, comme je dis bien, un des instruments de la transformation sociale, et la transformation sociale, c'est évidemment le dépassement du capitalisme, évidemment dans ma conception à moi, dépassement du capitalisme. Et je conçois aussi combien cette approche qui est comment le Fab Lab, comment les communs, j'élargis, pourrait être un des... Comment ça, le débat terrible que cela doit. Tu as fait quelque part un peu allusion dedans, y compris en parlant des communistes qui pourraient peut-être chercher d'autres voies, je crois avoir compris comme ça, de la transition. J'imagine le débat extrêmement vif que cela doit entraîner avec, alors, je vais dire les choses un peu rudement, hein, on me connaît ici, on sait que j'ai l'habitude de dire les choses avec rudesse. Je pense en particulier aux économistes marxistes français, qui, dont le paradigme, c'est l'État. Moi, je le lis comme ça, je suis un peu brutal, hein. C'est par la maîtrise par l'État, par le contrôle par l'État, que sera assurée la transformation sociale. Et là, avec les Fab Labs, c'est au-delà, avec les communs, on a quelque chose qui vient s'insérer là-dedans, puisque c'est ni le marché, ni l'État. Et j'imagine les débats que cela doit provoquer. Alors c'est une très bonne idée sur cette phase de transition. Nous, quand on regarde l'histoire du capitalisme,
le capitalisme a cohabité en étant même à certains moments embryonnaire et parfois en très grosse difficulté de se développer avec le féodalisme pendant plusieurs siècles. Et il y a eu, et c'est un peu notre fameux, ce que disait Marx, c'est qu'il y a un moment où les forces productives, l'enveloppe qui les contient ne correspond plus à leur développement, et quand il entend enveloppe, il met en cause les institutions. Et quand on parle d'institution, l'entreprise est une institution, l'État est une institution, l'ONU est une institution, les communs sont une forme d'institution. Donc à un moment donné, il faut transformer les institutions. Il y a un besoin, et c'est ce qui s'est passé dans le capitalisme, c'est l'État d'une certaine manière. Le capitalisme a eu besoin et s'est développé, d'ailleurs quand on explique toujours que le capitalisme n'a pas besoin de l'État, ça c'est de la rigolade, le capitalisme s'est développé grâce, parce qu'il a mis en place un État moderne, y compris a su le soutenir à certains moments. Alors il se sert de l'État, il a mis l'État à son service. C'est-à-dire que le capitalisme ne peut pas se passer de l'État. Enfin, il y a des essais un peu, quand on parle de la blockchain, etc., bon, du point de vue numérique, il y a peut-être quelques essais, mais enfin pour l'instant, le capitalisme, il y a deux trucs qui ne sait pas se passer, pour l'instant, c'est d'État et d'entreprise. Il y en a besoin, même s'il essaye avec les plateformes, mais parce que leur rêve à travers les plateformes, c'est que les relations avec les gens, ce soit que des contrats. C'est-à-dire qu'on est dans un système totalement contractuel, et on n'est plus dans un système qui est hors marché, parce que l'aspect de l'entreprise, c'est qu'il y a des relations de coopération hors marché des travailleurs dans une entreprise. L'entreprise, elle est dans le marché, mais à l'intérieur de l'entreprise, il n'y a pas le marché. Donc, il y a cette évolution-là. Et ce que tu dis, effectivement, alors, il ne s'agit pas de dire que l'État ou le marché vont disparaître, mais on sent très bien qu'avec les communs ou des choses comme les Fab Labs, est en train d'émerger quelque chose, alors est-ce que ça deviendra dominant ou pas dominant, dans le cadre de la crise du capitalisme, qui est ni le marché ni l'État. Ça ne veut pas dire nécessairement, parce que je pense qu'on ne peut pas se passer quand même sur certaines choses d'un État centralisé. Hein. Mais en même temps, on voit que l'État centralisé, il y a une vraie crise et ça ne peut pas répondre, il y a des limites, et on l'a vu même. D'ailleurs, c'est tout un des paradoxes de l'Union soviétique, parce que ce que tu disais sur les économistes marxistes, c'est qu'en même temps, Lénine, avant de prendre le pouvoir d'État, il écrit quand même un bouquin sur le dépérissement de l'État. Et la vision marxiste des choses, c'est qu'à un moment donné, qu'il y a le dépérissement de l'État. Quelle est la vision de Marx? C'est la libre association des producteurs. C'est ça, une libre association des producteurs. Une société de libre association de producteurs. Qui n'est pas une société, effectivement, comme disait le camarade, là, c'est pas une société d'entrepreneurs de soi. Ça, c'est la vision du capitalisme poussée jusqu'au bout, c'est que soi-même, on est sa propre entreprise quasiment. Là, et effectivement, autour de ça, il y a des choses qui se nouent, alors certes un peu dans l'utopie, certes c'est balbutiant, c'est fragile, etc., mais on sent qu'il y a ce besoin-là de mise en commun, parce que les problèmes, pourquoi ça monte si fort? C'est parce que on se rend compte que les problèmes maintenant, ils sont mondiaux, ils ne sont pas seulement internationaux, ils sont mondiaux. Donc on est obligé de concevoir d'autres types d'institutions. On est obligé de partager l'information. Ce qu'on dit sur le climat, c'est pas parce qu'on règle ces problèmes en France ou en Allemagne, que si les autres ne les règlent pas, ou plutôt qu'on aille parfois régler nos problèmes en les exportant chez les autres, on voit très bien que ça ne marche pas, parce que le climat, il appartient à toute la planète, et que s'il y a des problèmes climatiques en Afrique, s'il n'y a plus de forêt en Afrique, nécessairement, même si nous on n'a plus de problème, on en payera aussi les pots cassés. Donc on voit qu'on est aussi dans une situation où les institutions telles que nous les avons, telles que nous les pensons, elles ne peuvent plus répondre aux problèmes tels qu'ils existent à l'heure actuelle. Mais en même temps, on est très loin de cette transformation, d'être au niveau de cette transformation, et je pense qu'elle se fera aussi un peu... l'histoire, c'est toujours très compliqué, il y a des avancées, il y a des reculs, c'est les communautés humaines qui prennent les choses en main, mais on sent, à l'heure actuelle, pourquoi l'idée des communs elle est importante, c'est que c'est parce que ça c'est directement mondial. Pourquoi Wikipédia, ça a marché?
c'est pas parce que c'est un truc international, c'est parce que c'est un truc directement mondial. Pourquoi le web, qui est un commun? Parce que quand le CERN a décidé, pourquoi Internet s'est développé? Internet ne se serait jamais développé si le CERN n'avait pas décidé de dire voilà, ce qu'on a développé technologiquement avec le web, on ne met pas un brevet dessus, on ne le privatise pas, on le met à la disposition de tout le monde. Et c'est ça qui a fait le développement mondial d'Internet. Sinon, Internet ne se serait pas développé mondialement. Alors après, la chose qui est compliquée maintenant, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui sont en train de remettre la main dessus, de le privatiser. Et de le privatiser à travers le rôle qu'ils jouent d'intermédiaire quand on est passé au web. Quand il y a eu la grande crise de tous les projets d'Internet, tous l'effondrement boursier autour des startups, justement, à l'horizon 2000. À ce moment-là, on est passé au web.2.0. Alors, qu'est-ce qu'il y avait derrière dire ce web.2.0? On disait on va faire un web vraiment où les gens puissent échanger, etc. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait la question de mettre les données et la captation des données au cœur de l'Internet. Et derrière ça, vous voyez toutes les grosses boîtes qui se sont développées et qui sont maintenant à pouvoir et qui ont même une ambition politique maintenant. Parce qu'eux aussi voient que les institutions, ça ne va pas. Tout le discours qui est autour de l'intelligence artificielle, qui est raconté par des grosses boîtes comme Google, comme Tesla, etc., derrière ça, c'est une petite musique de nuit. Vous voyez, les politiques, les États, pour l'instant, ne sont incapables de répondre à des problèmes tels que l'intelligence artificielle ou d'autres problèmes. Nous, les grandes entreprises mondiales, on est capable de le faire. Et tout le discours transhumaniste est autour de ça. Donc, et en face, il y a le développement des communs. Et eux, d'une certaine manière, le commun qui avait été fait par le web, ils l'ont récupéré à travers le fait que maintenant, ils s'accaparent les données, et ils sont le passage obligé par rapport aux données. C'est le cas de Google, c'est le cas d'Amazon, c'est le cas et on comprend qu'il y a des résistances parfois, heureusement, de la part de nos services publics par rapport à ça. Mais on voit que les enjeux-là vont se créer. Sur quelles nouvelles institutions? On voit que les institutions actuelles, elles ont atteint leurs limites, en particulier la forme étatique, État-nation. Ça ne veut pas dire que ça va disparaître du jour au lendemain. Hein. Je ne dis pas ça. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que ça doit disparaître. Mais en même temps, il faut des choses nouvelles. Alors, est-ce que c'est Google qui doit faire de la politique à notre place? Ou, quand vous voyez, moi, j'ai trouvé, moi, sincèrement, ça m'a fait pleurer, moi, quand Hollande a été pleuré auprès de Facebook par rapport à la situation des questions de terrorisme, etc., en disant il faut que Facebook fasse le ménage sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc. Mais vous vous dites, mais un État qui va pleurer auprès d'une grande multinationale comme ça, mais on est où? La 4e puissance mondiale du monde. Et donc on a cette situation, il y a un peu une course de vitesse entre ces gens-là qui voudraient incarner de nouvelles institutions et un nouveau pouvoir, et des choses balbutiantes qui se cherchent. Alors, mais en même temps, c'est là où il y a le rôle des communistes qu'il peut y avoir, c'est de dire, mais de conscientiser ça. Parce que je vais vous dire, la plupart des acteurs là-dedans, eux, ils n'ont pas conscience qu'ils font de la transformation sociale ou qu'ils changent la société ou les rapports sociaux. Eux, ils essayent de faire quelque chose à leur échelle, y compris même par rapport à la crise du politique en général, c'est aussi un peu une forme de repli. C'est aussi ces communautés, que ce soit les AMAP, les Fab Labs, etc. C'est un peu l'idée, comme on n'arrive pas à changer par en haut, dans des petites communautés, on va peut-être réussir à changer par en bas. Mais c'est pas totalement non plus idiot, parce que la différence avec les petites communautés, on a connu dans l'histoire, hein, c'était les socialistes utopiques, je me souviens jamais, c'est les Vaterland, non c'est pas les Vaterland, les petites communautés un peu communes. Les phalanstères, voilà. Bon, ça a échoué, mais en même temps ça a donné des choses intéressantes, ça a permis de progresser, et une partie du mouvement ouvrier s'est aussi construit à partir d'expériences comme ça, aussi des mutuelles, etc. Bon, mais en même temps, là, la différence, c'est que c'est du local, mais c'est en réseau. Donc, ça donne aussi une dimension mondiale. Donc, il y a des choses, mais en même temps, il faut aussi poser la question politique, parce qu'il y a une part aussi, quand on voit que politiquement c'est compliqué,
bah, on essaye de trouver un autre moyen de faire bouger les choses. C'est pas totalement idiot aussi de faire ça. Mais si on ne redonne pas à un moment donné la dimension politique et parce que ce que dirait c'est la conscience de classe, hein, de rapport de classe, bah, on n'y arrivera pas. Parce qu'à un moment donné, le changement d'institution, bah, c'est une question politique. Il y a beaucoup de questions. Je vais revenir un peu sur le concept des Fab Labs. Ce que j'observe moi des Fab Labs actuellement, c'est que c'est très orienté de prototype. C'est souvent des gens qui vont imprimer en 3D, des ingénieurs, des architectes. Et je trouve que ce serait intéressant de revenir à un concept plus primaire, qui serait justement l'échange d'informations. Par exemple, une personne qui sait utiliser l'Internet, l'informatique, apprendrait à une autre personne à utiliser l'informatique, qui ne sait pas faire. Quelqu'un qui sait faire du pain, apprendrait à faire du pain. Et ce genre de choses plutôt revenir. Parce que le problème des startups qui je pense qu'ils se cassent la gueule, c'est parce qu'ils investissent dans des machines, justement pour répondre à cette demande de start-up, de prototypes, etc. Et moi, ce ne serait pas intéressant justement de faire quelques pas en arrière et de revenir à cet échange d'informations. Qu'il y a aussi un enjeu l'enjeu éducation populaire et rencontre, et justement casser un peu la division du travail à l'intérieur des Fab Labs, cet enjeu et le mélange des cultures techniques, y compris des cultures techniques, parce que l'un des gros problèmes à l'heure actuelle dans les entreprises industrielles françaises, c'est que là, la génération du baby-boom part à la retraite, et souvent, là-dedans, il y a des compétences qui partent à la retraite. Et comme il n'y a pas les relais, et parce que c'est pas ça rentre pas dans les créneaux du Wall Street Management, moi j'avais discuté avec un chaudronnier qui m'avait dit, écoute, tu vois, pour devenir un chaudronnier, il faut 2 ans d'études à peu près. Mais pour certaines pièces en chaudronnerie, il faut 15 ans d'expérience. Donc quand il y a une tension sur, il y a des nouveaux besoins, etc., si on n'a pas si on n'a pas commencé à former des chaudronniers 15 ans avant, et ben c'est pas parce qu'on en formera à toute vitesse qu'on arrivera à répondre à ce problème-là. Et il y a un problème de transmission des savoir-faire, de mélange des savoir-faire, qui est aussi un des enjeux des Fab Labs, et d'éducation populaire, et puis aussi, effectivement, mais ça c'est le problème de toute communauté, c'est est-ce qu'on est une communauté ouverte ou fermée? Est-ce qu'on est un Fab Lab? Il y a des discussions dans les Fab Labs, et parfois ils s'écharpent. C'est de savoir si, grosso modo, c'est que les gens, c'est une aristocratie technique, ou au contraire, on est dans une dimension aussi où on admet tout le monde. Par exemple, le fameux Fab Lab à San Francisco, Northbridge, où vous parlez, il y a eu un débat au couteau de la communauté de ce Fab Lab, parce qu'ils ont aussi une espèce de petite bibliothèque, enfin c'est entre le Fab Lab et le squat, et c'était, est-ce qu'on admet qu'il y avait 3 SDF, est-ce qu'on admet qu'ils puissent dormir le soir ou pas dans le hackerspace, à Northbridge. Il y a eu un débat très compliqué où les gens se sont engueulés entre eux, disant les autres, oui d'accord ils sont là mais ils servent à rien dans la communauté, à part être là. Donc on retrouve des problèmes qui sont liés à la démocratie, et c'est pour ça que les Fab Labs, c'est à la fois quelque chose de très intéressant, mais qui peut être très fragile, parce que ça peut aussi se transformer en des choses pas très intéressantes. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'animation au cœur d'un Fab Lab, les gens qui animent le Fab Manager, ils jouent un rôle humain extrêmement important là-dedans, mais pour reprendre une autre structure, souvent dans le parti, le secrétaire de section, en fonction de comment il anime sa section, il y a des résultats aussi qui ne sont pas toujours les mêmes. Je suis un peu pris au dépourvu parce que je n'avais pas encore fini l'intervention de ce monsieur-là derrière. Parce que, en fait, il y a aussi, il existe tout un réseau associatif aussi qui n'est pas labellisé en quelque sorte Fab Lab, mais qui assume des fonctions qui sont identiques. Bon. Moi, mon écueil individuel par rapport à toutes ces choses-là, c'est d'abord, d'une, c'est que
on n'a pas de référence. Si c'est une révolution, c'est une révolution, donc on ne peut pas, a priori, dire voilà vers quoi je vais. Et puis, en même temps, il y a la contradiction justement du matériel informatique où on est obligé de suivre un processus dans le cheminement de la formulation d'une part et de la communication des idées. Donc il y a, à mon avis, quelque chose personnellement, je ne suis pas mature encore là-dessus. Je n'arrive pas à voir où tout ça me mène. Voilà. Monsieur l'intervention. On est en train de parler de transition sociale, on est en train de parler de plein de choses, de révolution, mais au final, quand on vous écoute, on a l'impression que ça concerne quelques architectes, quelques universitaires et quelques ingénieurs. Et ce qu'il disait est important, est-ce qu'il y a vraiment une révolution là, ou finalement, ça a l'air d'être quelque chose, c'est super, parce que ça met un outil de production à la disposition de gens qui savent s'en servir, mais est-ce qu'il y a, à part ceux qui sont peut-être du Fab Lab de Perpignan et qui savent vraiment bien comment fonctionne ça, est-ce que nous, on saurait rentrer là-dedans et déjà nous en servir? Je dirais, il n'y a pas de déterminisme dans un Fab Lab. Il peut y avoir ce danger que tu soulignes, effectivement. D'une certaine manière, c'est encore une fois ceux qui savent, ça peut avoir ce danger-là. Et puis, c'est un peu la volonté, c'est un peu la manière, l'orientation, le projet du Fab Lab, ça peut être tout à fait autre chose. Par exemple, les gars de Gennevilliers, là, le Fab Lab de Gennevilliers, l'Inde, eux, ils ont toujours... Bon, ils étaient dans la fac de Gennevilliers, donc un lieu quand même pas totalement dans la ville, mais ils ont voulu toujours travailler avec le quartier. Quartier qui est effectivement très populaire. Bon, ça n'a pas été simple, ça ne s'est pas fait tout seul, hein. Même si la chose c'était ouvert, les gens ne sont pas venus spontanément, c'est un peu plus compliqué que ça. Maintenant, quand même, ils sont dans une situation où ils ont un public, effectivement, ils ont un polytechnicien, mais ils ont aussi une SDF, ils ont aussi un gars, d'ailleurs c'est très intéressant, c'est que ce qui fait aussi parfois la fortune d'un Fab Lab, parce que les gens s'intéressent vraiment à ce Fab Lab, c'est qu'il possède une découpeuse laser. Ça, si vous avez une découpeuse laser, vous êtes le roi du pétrole. Tout le monde vient dans votre Fab Lab. Bon. Et un jour, il y a un petit jeune homme, un peu déscolarisé, de 16 ans, et il rentre dans le Fab Lab en disant, voilà, moi, pour l'anniversaire de ma mère, je voudrais installer des roulettes sur un petit meuble pour ma mère. Bon, donc les mecs, ils le prennent en charge, etc. Et ce gars-là, il s'est commencé à se passionner pour la découpeuse laser. Et c'est devenu le roi de la découpeuse laser. Il y a des gens qui viennent le voir, des profs de fac, etc., pour lui demander des conseils, y compris le responsable du Fab Lab. Il dit, même moi-même, je suis embêté, parce que le gamin, il n'avait même pas 16 ans, il avait 15 ans. Il me dit, mais là, moi, je vais rentrer dans le cadre de travail d'enfant, mais en même temps, le gamin, il passe ses journées là-dessus, il est complètement, il s'est initié, etc. Donc, il y a vraiment, moi, je pense que c'est d'abord, quel est le projet, quels sont les initiateurs, mais ça ne se fait pas spontanément, c'est des choix d'orientation du Fab Lab, c'est aussi des possibilités, et aussi, il faut penser, mais ça c'est vrai, d'ailleurs, parce que tu dis, moi je parle souvent de tiers-lieux, parce que ça c'est vrai aussi des jardins partagés, des AMAP, de tout ça, c'est qu'effectivement, spontanément, il y a des catégories populaires qu'on ne retrouve pas là, et qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans beaucoup d'activités culturelles. Moi je sais qu'il y a certains endroits, je me fais la réflexion, étant de Seine-Saint-Denis, ça m'arrive d'aller dans même des choses qui sont entre guillemets relativement populaires, mais où, il y a à un moment donné, on est en contre blanc. Parce qu'il n'y a pas mais même la fête de l'UMA, il faut se dire, c'est hyper populaire, mais il y a des quartiers entiers de Seine-Saint-Denis où il n'y a jamais une personne qui a foutu les pieds à la fête de l'UMA.
Parce que c'est pas dans la culture du... Enfin, c'est parce que, y compris nous, en tant que parti, une des questions qu'on se pose sur certains, par exemple, c'est à Blanc-Ménil, des cités populaires de Blanc-Ménil, je peux te dire, il n'y a pas grand monde, et c'est pas le prix de la vignette, hein, c'est pas la question, parce que même là-dessus, on est capable de faire des gestes politiques, c'est à un moment donné, le fait est que c'est le problème à un moment donné de travailler à faire société, à organiser, etc. C'est un problème politique qui se pose. Alors, là, nous on le fait par rapport au biais de la fête de l'humain, mais le biais technique à un moment donné, parce qu'il y a de la technique, il y a le fait quand même dans un Fab Lab qui est extrêmement important, c'est qu'on fait ensemble. On fait quelque chose ensemble. On réalise quelque chose ensemble. Et ça peut être unificateur. Sauf que c'est pas pousser la porte d'un Fab Lab comme pousser la porte de n'importe quoi, c'est pas spontané. C'est pas spontané. Et même si on crée un beau Fab Lab au milieu d'un quartier populaire avec plein d'argent, plein de moyens publics, ne croyons pas que les gens vont se trouver comme ça du jour au lendemain dans le beau Fab Lab. Ce sera beaucoup plus compliqué. Ça demandera un vrai exercice, un vrai travail. Et y compris là, je vois les copains qui sont, enfin, les gars de Gennevilliers, ils travaillent avec les scolaires. Ils ont toute une politique d'insertion du Fab Lab dans le quartier. Et là, effectivement, le rapport de la population au quartier, au Fab Lab, il a complètement changé. Mais si on s'était concentré de mettre un Fab Lab avec des belles machines et puis des gens qui savent s'en servir, il ne sera rien passé. Tout compris, malgré tout l'intérêt de ce que tu nous as dit. Je ne me représente pas ce que c'est un Fab Lab, c'est féminin, c'est masculin. C'est un laboratoire de fabrication, Non, c'est plutôt masculin. Grammaticalement, on dit un Fab Lab. Oui, un Fab Lab. Alors, je ne me représente pas bien ce que c'est en tant que groupe. Quand on en fait partie, on est quoi? On est un participant, on est un cotisant, on est un membre. Et question qui est sous-jacente, comment c'est géré et quel statut juridique ça présente? Ou alors peut-être que tous les statuts se rencontrent diversement selon les divers Fab Labs. Tu nous parles de subventions sur argent public. Alors, si un Fab Lab reçoit une subvention, c'est avec quel statut? Est-ce que c'est une loi, une association, tout bêtement, loi 1901? Et enfin, je ne peux pas faire trop long, mais moi j'ai un moulin à légumes qui n'écrase que très difficilement les légumes. Parce que son ressort est insuffisant. Alors, un jour, je me trouverai dans le cas de le jeter pour en acheter un autre. C'est la condition normale du consommateur, comme je suis moi. S'il y avait, pas loin d'ici, alors par parenthèse, je crois qu'il n'y a pas de Fab Lab. Bah si, il y en a à Perpignan. Alors, je crois que c'est rue de Zurich, là. Alors, puisqu'il y a un Fab Lab pas loin alors, de chez moi, je peux y aller avec mon moulin à légumes et j'en sortirai avec un ressort qui me conviendra. À ce moment-là, je serai devenu un usager. Voilà, alors, c'est que la démarche du Fab Lab, c'est pas un atelier c'est pas qu'un atelier de réparation, c'est pas du service comme on pourrait en avoir. C'est que le Fab Lab, quand tu vas arriver avec ton moulin à légumes, il va avoir tendance à t'expliquer, à te faire comprendre comment marche ton ressort, etc. Et que toi tu sois partie prenante, c'est pas seulement du service tu vas pas être que passif. On va avoir tendance à te faire changer toi ton ressort ou fabriquer le nouveau ressort, etc. Peut-être avec telle ou telle machine. On va te mettre dans une situation où c'est toi qui vas réparer ton objet. Et je deviendrai membre
Alors, là, après, tu as la forme juridique. Bon, le Fab Lab, c'est un projet mondial. Le seul problème, c'est que les formes juridiques d'un pays à l'autre, il y a une charte, je vous l'ai montré, où il y a des grands principes, mais elles n'ont pas de valeur juridique, cette charte. Par contre, en France, on a des contraintes juridiques. Parce que vous ne pouvez pas faire... vous êtes une association de fait, mais à partir du moment où vous faites des choses, vous louez un local, vous recevez du public, parce qu'un Fab Lab, il reçoit du public, il y a des contraintes juridiques. Et donc, généralement, la plupart des Fab Labs ont un statut d'association loi 1901. D'abord parce que, tout simplement, même de ce point de vue-là, quand vous faites une activité, où en plus vous vous servez d'un certain nombre d'outils, il peut y avoir des accidents, donc il faut une assurance. Donc il faut assurer les gens qui viennent, etc. Ça, c'est des contraintes qui sont propres à notre pays. D'ailleurs, c'est en partie des bonnes contraintes, parfois, quand on met les assurances trop hautes, c'est des mauvaises contraintes. Mais généralement, dans notre pays, la forme la plus commune des Fab Labs, c'est des associations loi 1901. Mais ça, c'est lié, je dirais, à notre culture juridique en France. En Afrique, c'est pas... D'abord, il y a des endroits où il n'y a pas de... Il n'y a que des structures de fait. Mais chez nous, ça prend un truc. Mais je ne sais pas, vous peut-être pouvez mieux répondre à la question, parce que la forme juridique que vous avez... Comme surtout la petite somme qui pratiquent en Afrique ou en France. Les sociétés où il y a un actionnariat très diversifié, mais ce sont des sociétés coopératives en général. Oui, donc dans l'économie sociale et solidaire. Oui, bonsoir. Alors, il y a 20 ans, j'étais en Bourgogne, et dans le cadre des activités militantes, on était amené à aller dans le Grand Est, à Mulhouse. Et à Mulhouse, il y avait... C'est normal que ça passe. À Mulhouse, il y avait une maison de la citoyenneté qui était très intéressante. Je crois que l'association pour s'appelait 109. Et là, parmi toutes les idées qui s'est développées, on y prônait une espèce de mondialisation. C'est une organisation qui passait par-dessus les États. Et il y étaient engagés dedans des gens dans le monde qui venaient d'Asie, d'Afrique, d'Europe, un peu partout. Et en fait, je m'étais enflammée pour cette idée, je trouvais ça génial. Ça passait complètement par-dessus les nations. En fait, ça pouvait s'insérer parce qu'il y a un vide juridique par rapport à quelque chose qui s'organiserait par-dessus les États. Donc ça rendait un espace de liberté aux possibilités de se rassembler humainement. Et là, j'entends parler des Fab Labs pour la première fois. Et tu disais à un moment, c'est un phénomène de mondialisation qui ne passe pas par les États. Alors je me suis dit, mais c'est fantastique ça. En fait, l'idée utopique qu'il y avait à Mulhouse, je crois bien qu'elle est morte, et parce qu'elle n'avait pas d'objet. Et puis un camarade disait, là, d'accord, il y a tout ça qui se passe, mais on ne sait pas vers où on va. En fait, s'il y avait eu un petit peu plus une chronologie qui avait permis à ces deux idées-là d'habiter ensemble, peut-être que celle de la mondialisation utopique et qui allait vers une idée de quelque chose à en faire, et puis cet outil qui est le Fab Lab, d'avoir un objet de mondialisation, ça aurait donné quelque chose qui aurait pu aller un peu quelque part. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, je ne sais pas s'il se forme un peu des idées pour en faire une question autour de tout ça. Non, il y a un Fab Lab de femmes. Il n'y a que des femmes. Donc on peut remercier Yann pour ce prétexte ce soir. Et maintenant, je vous invite tous aux agaces. Merci.